Imaginez une nuit glaciale de l'hiver de l'an 1457. Le vent souffle avec une violence implacable sur la campagne enneigée du Bedfordshire. Au cœur de cette nuit, un cri de jeune fille retentit dans les couloirs de pierre du château de Bledsoe. Ce cri déchire l'air comme une lame à travers la soie. Dans une chambre faiblement éclairée par les lueurs vacillantes de quelques chandelles, une adolescente de 13 ans, Lady Margaret Beaufort, s'agrippe aux draps ensanglantés. Son corps frêle est secoué par des convulsions de douleur qu'aucun enfant ne devrait endurer. Les sages-femmes murmurent des prières en latin, leurs visages marqués par la gravité, tandis que les ombres dansent sur les murs. Dehors, la neige recouvre les terres gelées. Mais dans cette chambre close, ce n'est pas seulement la vie d'une fillette que l'on joue, c'est la naissance d'un futur roi d'Angleterre. Margaret, ses cheveux noirs collés à son visage ruisselant de sueur, pousse un gémissement qui se brise en sanglots. Elle est trop jeune, son bassin trop étroit, et l'enfant qu'elle porte bien trop grand. Les femmes présentes craignent le pire. À 13 ans, son corps est encore celui d'une enfant. Pourtant, c'est ici qu'elle donne naissance au fils qui, des décennies plus tard, mettra fin à l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire anglaise et inaugurera une dynastie nouvelle, celle des Tudors. L'ironie tragique n'échappe à personne. Ce bébé, arraché à une mère mourante, portera le nom d'Henri Tudor et transformera le destin de l'Europe. Avant de poursuivre cette plongée dans les destins oubliés et les souffrances silencieuses de l'histoire, permettez-moi de m'adresser à vous. Si ces récits méconnus éveillent votre curiosité et que vous souhaitez découvrir d'autres vérités cachées du passé, je vous invite à soutenir cette démarche. Vous pouvez, si vous le voulez bien, vous abonner à la chaîne Historien Silencieux, laisser un commentaire et cliquer sur « J'aime ». C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à faire revivre ces fragments d'histoire et à les partager avec le plus grand nombre. Revenons maintenant à cette nuit glaciale et à cette jeune fille. Car Margaret Beaufort n'était pas une noble comme les autres. Dans ses veines coulait le sang royal, celui de Jean de Gand, duc de Lancastre, quatrième fils du roi Édouard III. Mais ce sang royal, elle allait bientôt le comprendre, était autant une bénédiction qu'une malédiction. Dans l'Angleterre du XVe siècle, où la guerre des deux roses s'apprêtait à embraser le royaume, une telle lignée pouvait faire de vous un précieux atout ou une cible mortelle. La route de Margaret vers ce lit d'enfantement tragique avait commencé bien plus tôt. Née au mois de mai de l'an 1443, elle était la fille unique de John Beaufort, premier duc de Somerset, et de Margaret Beauchamp de Bledsoe. Dès sa naissance, son avenir fut dicté par des alliances changeantes et par un jeu de pouvoir où les mariages n'étaient pas des unions d'amour, mais des armes de diplomatie. Son père mourut alors qu'elle n'avait qu'1 an à peine. Certains affirmèrent qu'il s'était donné la mort, accablé par ses échecs militaires en France. D'autres chuchotaient qu'il avait été empoisonné, car dans ce monde de complot, chaque décès soudain parmi la noblesse faisait naître des soupçons. John Beaufort avait en effet commandé les forces anglaises durant les dernières phases de la guerre de 100 ans. Il avait vu, impuissant, les territoires conquis par Henri IV s'effriter les uns après les autres. La défaite le rongea comme un poison intérieur. Lorsqu'il revint en Angleterre en l'an 1444, ses proches le trouvèrent amaigri, silencieux, les mains tremblantes. Le 27 mai de cette même année, il fut retrouvé sans vie dans ses appartements. Officiellement, il avait succombé à une fièvre. Mais beaucoup savaient que l'honneur bafoué l'avait conduit à choisir la mort plutôt que la honte. Margaret grandit donc sous la protection vigilante de sa mère, devenue veuve. La duchesse douairière Margaret Beauchamp comprenait parfaitement les règles cruelles de ce monde. La survie d'une femme et d'un enfant
dépendait des alliances qu'il pouvait sceller. Ainsi, à l'âge de 6 ans, la petite Margaret fut déjà promise à John de la Pole, héritier du puissant duc de Suffolk. Cette union devait sceller l'alliance de 2 familles influentes. Mais le cours de la politique était imprévisible. Lorsque le duc de Suffolk fut assassiné en 1450, l'engagement fut rompu et ce contrat, autrefois précieux, ne devint plus qu'un parchemin inutile. Le meurtre de Suffolk marqua les esprits par sa brutalité. Accusé d'avoir négocié des concessions désastreuses avec la France, il fut pris à partie lors de sa traversée de la Manche. Traîné de force sur le pont de son navire, il fut décapité maladroitement, le bourreau devant s'y reprendre à plusieurs reprises avec une épée émoussée. Margaret et sa mère comprirent alors une vérité simple. Survivre dans ce monde exigeait souplesse et adaptation. Peu de temps après, un nouvel arrangement fut conclu. Margaret, encore enfant, fut promise à Edmund Tudor, comte de Richmond, demi-frère du roi Henri VI. Les Tudors étaient d'origine galloise, considérés par certains comme des parvenus. Mais ils jouissaient de la faveur royale, et cela suffisait à en faire des partenaires précieux. Edmond Tudor, fils de Catherine de Valois, veuve du roi Henri Pint, et d'Owen Tudor, était donc un homme ambitieux, aguerri par la guerre et les intrigues. Pour Margaret, âgée de seulement 12 ans, ce mariage fut avant tout une alliance politique imposée. La cérémonie eut lieu au château de Bledsoe, où elle avait grandi. Les tapisseries illustraient les hauts faits des ancêtres Beaufort, mais la mariée, encore à peine sortie de l'enfance, n'avait guère le cœur à célébrer. Le mariage fut consommé aussitôt, comme le voulait l'usage de l'époque. Nulle attente de maturité physique. Les jeunes filles nobles étaient perçues comme des instruments de reproduction destinés à assurer la continuité des lignées. Pour Margaret, cette nuit de noces se grava dans sa chair comme un traumatisme. Elle n'en parla jamais par la suite, mais les séquelles furent irréversibles. Quelques mois plus tard, son corps commença à changer. À peine adolescente, elle attendait déjà son premier enfant. Sa mère observait cette grossesse avec une inquiétude grandissante. Elle-même avait eu Margaret à 18 ans, âge où les chances de survie à l'accouchement étaient bien meilleures. Mais sa fille, à peine 13 ans, affrontait un danger immense. Le destin, cruel et implacable, allait encore frapper. Edmond Tudor, son époux, fut capturé en 1456 lors des conflits en pays de Galles. Il mourut peu après dans sa captivité, officiellement de la peste, mais beaucoup soupçonnèrent un assassinat maquillé en décès naturel. Quoi qu'il en soit, Margaret, enceinte et seule, devint veuve avant même d'avoir mis au monde son enfant. Son beau-frère, Jasper Tudor, prit alors en charge la jeune fille. Conscient de l'importance de l'enfant à naître, il l'installa à Pembroke Castle, au pays de Galles. C'est dans ce château battu par les vents, au cœur d'un hiver impitoyable, que Margaret connut les souffrances les plus terribles de son existence. Un accouchement qui faillit lui coûter la vie et marqua à jamais son destin. Lorsque Margaret fut conduite à Pembroke Castle, elle était déjà avancée dans sa grossesse. Le voyage, entrepris au cœur d'un hiver rigoureux, mit à rude épreuve ce corps d'enfant encore en pleine croissance. Les routes galloises, boueuses et semées d'embûches transformèrent ce déplacement en une véritable épreuve. Elle voyageait dans une litière tirée par des chevaux, chaque cahot faisant grimacer de douleur cette adolescente enceinte. Le trajet, qui aurait dû durer 2 jours, s'étira sur 5, tant les intempéries et les dangers rendaient chaque étape incertaine. Pembroke Castle, perché sur une falaise de calcaire dominant l'estuaire de la rivière Pembroke, n'avait rien de rassurant. C'était une forteresse conçue pour résister aux assauts et aux tempêtes, non pour offrir le confort d'un foyer. Ses salles immenses et glacées,
Ces couloirs sombres balayés par les courants d'air en faisaient un refuge austère. Dans les appartements réservés à Margaret, on avait accroché de lourdes tentures afin de contenir le froid. Mais même ainsi, la glace se formait parfois à l'intérieur des fenêtres. Le rugissement de la mer Atlantique, frappant inlassablement les rochers en contrebas, semblait accompagner les prières inquiètes de la jeune fille et de ses dames d'honneur. Le médecin du château, maître Louis Carleone, homme expérimenté formé à Oxford et à Paris, observa rapidement la gravité de la situation. Le bassin de Margaret était trop étroit, l'enfant qu'elle portait trop gros et mal placé. Il confia à Jasper Tudor que l'accouchement s'annonçait périlleux, peut-être fatal. 3 options se présentaient: tenter de repositionner l'enfant au risque de provoquer la mort de la mère et de l'enfant, attendre dans l'espoir d'un miracle mais au risque d'un épuisement fatal, ou recourir à une césarienne, intervention presque toujours mortelle pour la mère à cette époque. Pendant ces longues semaines d'attente, Margaret fit preuve d'une maturité étonnante. Elle se plongea dans les études religieuses avec une ardeur démesurée, passant des heures à prier dans la chapelle glaciale du château, à genoux jusqu'au sang. Pour elle, cette ferveur était à la fois une consolation et une manière de donner un sens à la souffrance. Le prêtre gallois du château, le père Meredith, fut impressionné par son intelligence et son opiniâtreté. Il lui enseigna que la prière devait toujours être accompagnée de l'action, que la foi ne dispensait pas de courage et de lucidité dans le monde. Ces leçons allaient à façonner la personnalité d'une femme qui, plus tard, serait redoutée autant pour sa piété que pour sa sagacité politique. L'hiver de l'an 1456 à 1457 fut d'une rudesse particulière. Les vents marins hurlaient dans les couloirs, le givre recouvrait chaque surface, et la jeune Margaret, alourdie par sa grossesse, ne parvenait plus à marcher sans s'épuiser. Le médecin et les sages-femmes savaient que l'accouchement approchait et se préparaient au pire. Dame Gwen, la doyenne des sages-femmes, avait derrière elle 30 années d'expérience. Elle connaissait les herbes qui apaisaient, les postures qui facilitaient l'accouchement, les gestes de dernier recours. Mais lorsqu'elle examina la jeune fille, son visage se durcit. La tâche serait titanesque. Et vint enfin le moment. Un jour de janvier de l'an 1457, alors que Margaret marchait péniblement le long des remparts pour prendre un peu d'air, une douleur fulgurante la plia en deux. Les premières contractions venaient de commencer. Ses dames de compagnie la reconduisirent précipitamment dans sa chambre, tandis que la neige recouvrait de silence la campagne galloise. Les sages-femmes installèrent la jeune fille sur un lit étroit, préparèrent les draps, les bassines d'eau chaude et les instruments. Les herbes brûlaient dans des encensoirs, diffusant une fumée dense de lavande et de romarin censée fortifier le corps et apaiser l'esprit. Margaret, haletante, se cramponnait aux couvertures, son regard éperdu cherchant du réconfort. Les heures passaient et la douleur ne faisait qu'augmenter. Ses cris résonnaient dans tout le château, glaçant le sang de ceux qui les entendaient. Jasper Tudor, le futur oncle de l'enfant, arpentait les couloirs, impuissant. Le prêtre Meredith priait sans relâche dans la chapelle, implorant l'intervention divine. 10 heures, puis 15 heures s'écoulèrent. Margaret n'était plus qu'un corps brisé par la souffrance. Sa voix s'était éteinte, remplacée par des râles inhumains. Les sages-femmes s'efforçaient de la soutenir, mais la fatigue, les pertes de sang et la mauvaise position de l'enfant rendaient à la situation désespérée. Enfin, Dame Gwen prit la décision la plus risquée. Elle tenterait d'extraire manuellement l'enfant. Elle pria sainte Marguerite d'Antioche, patronne des femmes en couche, puis se lança dans cette manœuvre périlleuse. Le silence se fit un instant, puis le cri tant attendu résonna. Celui du nouveau-né. Faible d'abord,
puis de plus en plus vigoureux, il emplit la chambre d'une énergie nouvelle. Les sages-femmes soupirèrent de soulagement. L'enfant vivait. On l'emmaillota rapidement et on le déposa quelques instants sur la poitrine exsangue de sa mère. Ce nourrisson, né au prix d'un supplice indicible, portait le nom d'Henry Tudor. Margaret, à moitié consciente, parvint à tourner les yeux vers son fils. Ce bref contact fut suffisant pour graver à jamais l'image de ce petit visage dans son cœur. Mais le prix de cette naissance était terrible. Le médecin constata des déchirures internes irréparables. Margaret, à 13 ans, était désormais incapable d'avoir d'autres enfants. Son unique grossesse serait aussi son dernier accouchement. Elle avait sacrifié sa jeunesse, sa santé et sa fertilité sur l'autel des ambitions dynastiques. Les semaines qui suivirent furent une lutte acharnée pour la survie. Fièvre, infection, faiblesse chronique tenaient Margaret au seuil de la mort. Dame Gwen et le médecin Carleon redoublèrent d'efforts. On pratiqua saignées et remèdes à base d'herbes. On administra des vins fortifiés aux épices. Lentement, elle reprit conscience et força son corps à revenir à la vie. Mais l'épreuve avait laissé des cicatrices invisibles. Margaret, à peine sortie de l'enfance, avait affronté une expérience qui briserait la plupart des femmes adultes. Son rapport à l'enfant fut complexe. Elle l'aimait d'un amour farouche, mais chaque fois qu'elle le serrait contre elle, les souvenirs de sa douleur ressurgissaient. Malgré cela, elle comprit rapidement que ce fils représentait bien plus qu'un simple héritier. Il était l'incarnation même de l'avenir de la maison de Lancastre. Dès lors, sa vie prit un sens nouveau. Elle n'était plus seulement une jeune veuve meurtrie, elle devenait la gardienne d'une cause, la mère d'un futur roi. Cette transformation intérieure se manifesta rapidement. Affaiblie physiquement mais armée d'une volonté d'acier, Margaret adopta une discipline de fer. Elle s'investit dans l'étude, dans la prière et dans la compréhension des mécanismes politiques de son temps. Elle développa une lucidité étonnante, sachant que son fils, ce bébé fragile emmailloté dans un château battu par les vents, pouvait un jour prétendre à la couronne d'Angleterre. Ce basculement marqua le début d'une vie exceptionnelle. La fillette martyrisée par un accouchement impossible allait se relever pour devenir l'une des figures les plus influentes de son époque. C'est à Pembroke Castle, dans le sang et les larmes, que naquit non seulement Henry Tudor, mais aussi la détermination inflexible de Margaret Beaufort. Et lorsque les premiers mois de convalescence s'achevèrent à Pembroke, Margaret n'était plus une enfant. Elle avait laissé derrière elle l'innocence de l'adolescence, brisée par la douleur et par le poids d'une maternité imposée. À 13 ans, elle était déjà veuve, mère et physiquement marquée pour toujours. Elle portait désormais sur ses frêles épaules la responsabilité de son fils Henry, unique héritier de la lignée Tudor et dernier espoir de la cause lancastrienne. La nouvelle de la mort d'Edmund Tudor avait bouleversé la jeune fille. Ce mari qu'elle n'avait guère eu le temps de connaître avait disparu dans la tourmente de la guerre, victime d'une captivité dont les circonstances demeuraient obscures. Officiellement, il aurait succombé à la peste dans son cachot, mais beaucoup soupçonnaient un empoisonnement ou un assassinat orchestré par ses ennemis yorkistes. Quoi qu'il en soit, Margaret se retrouva seule, prisonnière d'un destin auquel elle ne pouvait échapper. Jasper Tudor, frère cadet du défunt, prit immédiatement la charge de sa belle-sœur et du nouveau-né. Son choix était dicté autant par l'affection que par la stratégie, car l'enfant représentait l'avenir des Tudors et donc une carte maîtresse dans le jeu politique qui secouait l'Angleterre. Jasper fit de son mieux pour protéger Margaret et son fils, les installant dans la forteresse de Pembroke. Mais il savait que ce château, si sûr fût-il, ne suffisait pas à garantir leur avenir. La guerre civile qui commençait à embraser le royaume ne laissait aucune place à la faiblesse.
L'Angleterre du milieu du XVe siècle était un pays divisé. Depuis des années, les tensions entre les maisons de Lancastre et d'York, toutes deux descendantes du roi Édouard III, avaient transformé le royaume en un champ de bataille potentiel. Les partisans de la rose rouge, emblème des Lancastre, affrontaient ceux de la rose blanche des York. La folie intermittente du roi Henri VI, incapable de gouverner, et l'ambition de Richard, duc d'York, attisaient un conflit devenu inévitable. Dans ce contexte, Margaret, encore adolescente, comprit que sa survie passait par un nouvel mariage. Sa mère, Margaret Beauchamp, veilla à ce que sa fille soit protégée et négocia une union avec Henry Stafford, fils cadet du duc de Buckingham. L'accord conclu en 1458 scella l'alliance entre deux familles influentes, offrant à Margaret un semblant de stabilité. Ce mariage différait profondément du précédent. Henry Stafford n'était pas un parvenu gallois, mais un homme de haute lignée, apparenté à la maison d'York. Ses sympathies allaient d'ailleurs à cette faction, ce qui, paradoxalement, garantissait une certaine sécurité à Margaret dans les années où les Yorkistes semblaient triompher. Pour la jeune veuve, encore marquée par les blessures de son accouchement, ce fut davantage un contrat qu'une union affective. Le mariage se déroula sans faste excessif, dans une atmosphère plus sobre, presque discrète, comme si chacun savait qu'il s'agissait d'une solution pratique plutôt que d'un nouveau départ heureux. Henry Stafford offrit à Margaret une relative tranquillité. Il s'occupait de ses terres, lui assurait une protection matérielle et laissait à Jasper la garde du petit Henry Tudor. Ce compromis, dicté par les nécessités politiques, fut en réalité un arrangement salvateur. Car l'enfant, élevé au pays de Galles sous la tutelle de son oncle, échappa ainsi à de nombreuses menaces. Le roi Édouard IV, qui avait pris le pouvoir après la défaite des Lancastre à la bataille de Taunton en 1461, voyait en Henry Tudor un danger potentiel. L'exil gallois et l'éloignement relatif de sa mère constituaient donc une protection déguisée. Margaret, de son côté, apprit à jouer un rôle nouveau, celui d'une gestionnaire et d'une observatrice. Dans ces domaines, elle s'exerça à administrer les finances, à surveiller les récoltes, à maintenir l'ordre parmi ses vassaux. Elle découvrit ainsi le pouvoir concret que procurait la maîtrise des terres et des ressources. Elle se forma également à l'art des lettres et de la diplomatie. Ses correspondances, soigneusement rédigées, témoignaient déjà de sa finesse politique. Elle comprit vite que dans un royaume déchiré par la guerre, la survie dépendait de la capacité à écouter, à analyser et à prévoir. Les années passèrent, et le conflit entre York et Lancastre s'intensifia. La bataille de Taunton avait été l'un des affrontements les plus sanglants de l'histoire anglaise, coûtant la vie à des dizaines de milliers d'hommes. La cause lancastrienne semblait anéantie, le roi Henri VI emprisonné, sa reine Marguerite d'Anjou contrainte à l'exil. Pourtant, Margaret ne perdit jamais de vue l'avenir de son fils. Elle savait que la roue du destin pouvait tourner à tout moment. Pendant qu'Henri grandissait au pays de Galles, élevé par Jasper, Margaret dut se contenter de nouvelles fragmentaires. Elle recevait parfois des lettres, envoyait de petits cadeaux, mais la séparation était douloureuse. Elle voyait son enfant peut-être une fois par an, parfois moins, et devait accepter que son rôle de mère se réduise à une ombre, une présence lointaine. Cette souffrance nourrit en elle une résolution de fer. Si elle ne pouvait élever son fils auprès d'elle, elle consacrerait chaque instant de sa vie à préparer son avenir. Henry Stafford, son second mari, participa aux campagnes de la guerre civile. Loyal à la maison d'York, il combattit pour Édouard IV. En 1469, il fut grièvement blessé lors de la bataille d'Edgecote. Sa convalescence fut longue et douloureuse. Margaret,
attentive et patiente, prit soin de lui. Mais elle profita aussi de ces moments pour influencer subtilement son époux. Sans jamais exprimer ouvertement son attachement à la cause lancastrienne, elle sema le doute sur la compétence et la loyauté du roi Édouard IV. Stafford, frustré de n'avoir reçu ni récompense ni reconnaissance pour ses sacrifices, commença peu à peu à se détacher de son souverain. Cette période révéla le génie politique de Margaret. Elle sut manier les mots, flatter l'orgueil blessé de son mari et utiliser la fragilité de sa santé pour l'orienter vers une position plus neutre, voire secrètement favorable aux Lancastre. Elle comprit que la patience et la discrétion valaient mieux que la confrontation ouverte. Déjà, elle démontrait ce talent rare de toujours prévoir 3 coups à l'avance, comme aux échecs, et de préparer l'avenir de son fils en silence. Les années 70 du XVe siècle furent marquées par de nouveaux bouleversements. Le grand Richard Neville, comte de Warwick, surnommé le Faiseur de rois, se retourna contre Édouard IV et tenta de restaurer Henri VI sur le trône. Ce retournement spectaculaire redonna espoir aux partisans lancastriens. Margaret suivait ces événements avec une attention fébrile. Pour la première fois depuis des années, elle entrevoyait la possibilité que son fils puisse un jour sortir de l'ombre et revendiquer sa place. En 1470, le miracle sembla se produire. Henri VI fut libéré de la Tour de Londres et brièvement restauré sur le trône. Margaret assista à la cérémonie de réinstallation, émue mais aussi lucide. Le roi, affaibli et confus, n'était plus que l'ombre de lui-même. Elle comprit que cette restauration fragile ne durerait pas. Et de fait, quelques mois plus tard, Édouard IV reprit le pouvoir, Warwick fut tué à Barnet, et la cause lancastrienne s'effondra définitivement à Tewkesbury. Ce désastre changea tout. Le prince Édouard de Westminster, fils unique d'Henri VI et de Marguerite d'Anjou, mourut au combat. Henri VI lui-même périt peu après dans sa cellule. En un instant, il ne restait plus d'héritier direct à la maison de Lancastre. Le seul nom qui subsistait, fragile mais incontestable, était celui d'Henri Tudor, le fils de Margaret. Pour la jeune femme, désormais dans la trentaine, cette révélation eut l'effet d'une illumination. Elle comprit que tout son destin, toute sa souffrance, tout ce qu'elle avait enduré jusqu'ici, convergeait vers cet objectif: protéger son fils, préserver sa vie, et un jour, lui ouvrir la voie vers la couronne. Désormais, chaque choix, chaque geste, chaque mot serait dicté par cette ambition. Après la tragédie de Tewkesbury, en l'an 1471, le destin de la maison de Lancastre semblait scellé. Le jeune prince Édouard, fils d'Henri VI, gisait mort sur le champ de bataille, et son père, le roi détrôné, fut retrouvé sans vie peu après dans la Tour de Londres. Pour beaucoup, cette double disparition marquait la fin de la lignée lancastrienne. Pourtant, une lueur subsistait. Dans un château battu par les vents du pays de Galles vivait un adolescent de 14 ans, Henri Tudor, fils de Margaret Beaufort. Ce jeune garçon, jusque-là tenu à l'écart, devenait soudain le dernier espoir de sa maison. Jasper Tudor, oncle fidèle et stratège habile, comprit immédiatement le danger. Si le roi Édouard IV décidait d'éliminer jusqu'au dernier rival, Henri serait la prochaine victime. La décision fut prise à la hâte. Il fallait l'arracher à l'Angleterre. Une nuit de tempête, à Tenby, Henri embarqua avec son oncle sur un navire de fortune, fuyant vers la Bretagne. La mer en furie menaçait de les engloutir, mais l'exil valait mieux qu'une mort certaine. Ainsi commença une absence de 14 années. Lorsque Margaret apprit que son fils avait quitté le pays, le choc fut immense. Depuis des années déjà, elle vivait séparée de lui, contrainte par la politique à n'être qu'une mère de loin, une figure protectrice mais distante. Désormais, la Manche et la politique des cours étrangères
s'ajoutait à cette distance. Elle ne savait pas si elle reverrait son fils, ni même s'il survivrait dans un exil où il pouvait être traité tantôt comme un allié précieux, tantôt comme une monnaie d'échange. Pourtant, loin de se laisser écraser par la douleur, Margaret fit de cette séparation un moteur. Elle ne cessa plus jamais de travailler dans l'ombre pour préparer le retour d'Henry. Veuve pour la deuxième fois après la mort d'Henry Stafford, elle se retrouvait de nouveau seule. Mais Margaret n'était plus la fillette fragile de Pembroke. Elle avait appris la patience, l'art de la dissimulation et la subtilité des intrigues. Plutôt que de chercher refuge dans un mariage de convenance insignifiant, elle choisit une union stratégique. Mon troisième époux serait Thomas Stanley, l'un des hommes les plus puissants du royaume. Lord Stanley était un maître du double jeu. Sa loyauté n'allait ni pleinement au York ni entièrement au Lancastre. Sa véritable force résidait dans son habileté à attendre le bon moment pour se ranger du côté du vainqueur. Ses troupes, ses richesses et son influence faisaient de lui un partenaire redoutable. Pour Margaret, l'alliance avec Stanley signifiait l'accès à un réseau d'informations et à une protection qui pouvait faire la différence entre la survie et l'anéantissement. Pour Stanley, épouser la mère de l'unique héritier lancastrien encore vivant représentait une garantie de prestige et d'influence. Le mariage fut célébré avec éclat, en présence du roi Édouard IV lui-même. Cette proximité avec la cour yorkiste assurait à Margaret une couverture précieuse. Officiellement, elle était la loyale épouse d'un grand seigneur, parfaitement intégrée au nouvel ordre. En réalité, elle commença à tisser un réseau de correspondances et d'alliances clandestines. Ses lettres codées traversèrent la Manche pour atteindre son fils en Bretagne. Des messagers déguisés en marchands ou en pèlerins transportaient ces mots secrets, rédigés parfois à l'encre invisible, parfois dissimulés sous des phrases innocentes. En Angleterre, elle approchait discrètement des nobles mécontents de la domination yorkiste. Elle cultivait des amitiés avec des femmes de haut rang, sachant que les réseaux féminins pouvaient souvent contourner les regards soupçonneux des hommes. Elle savait écouter, promettre, encourager. Peu à peu, elle bâtit une toile d'alliés potentiels, prêts à soutenir un jour le retour de son fils. De son côté, Henri en Bretagne grandissait dans l'incertitude. Protégé par le duc François II, il était à la fois un invité et un otage. La Bretagne était coincée entre la France et l'Angleterre, et Henri pouvait devenir un pion de négociation. Margaret vivait chaque jour avec l'angoisse que son fils soit livré à Édouard IV en échange d'avantages diplomatiques. Pour lutter contre cette peur, elle renforça son réseau d'informateurs. Des commerçants, des diplomates, des religieux lui rapportaient régulièrement des nouvelles de Bretagne. Elle savait parfois avant même la cour d'Angleterre où se trouvait son fils et dans quelles conditions il vivait. La mort inattendue du roi Édouard IV en 1483 changea radicalement la situation. Son fils, Édouard V, n'avait que 12 ans. Le royaume se retrouva entre les mains de son oncle, Richard, duc de Gloucester. Ce dernier, par un coup de force brutal, fit enfermer ses neveux dans la Tour de Londres. Les deux garçons disparurent mystérieusement, probablement assassinés. Richard se proclama roi sous le nom de Richard III. Mais son usurpation, entachée par le soupçon de régicide, le priva de toute légitimité morale. Margaret, avec sa clairvoyance habituelle, comprit que le moment approchait. La brutalité de Richard avait choqué la noblesse et le peuple. Un vide s'était créé, une faille dans laquelle son fils pouvait s'engouffrer. Elle commença à conspirer avec des figures influentes comme l'évêque John Morton. Ensemble, ils imaginèrent un plan audacieux, unir son fils Henri Tudor à Élisabeth d'York, fille aînée d'Édouard IV. Cette alliance matrimoniale fusionnerait les deux roses ennemies,
la rouge des Lancastre et la blanche des York, scellant ainsi une paix durable. Mais agir contre Richard III n'était pas sans risque. En octobre 1483, une première tentative de soulèvement échoua. Henri, depuis la Bretagne, devait débarquer en Angleterre, tandis qu'une insurrection éclatait simultanément sur le sol anglais. La conspiration fut trahie, l'invasion annulée et les complices de Margaret exécutés. Elle-même échappa de peu à la mort grâce à la position de son mari, Stanley. Mais elle fut placée en résidence surveillée, privée de ses biens et de ses titres. Même enfermée, elle ne céda pas. Elle continua à envoyer des messages secrets, utilisant ses serviteurs comme relais. Sa détermination ne faiblit jamais. Elle était prête à sacrifier sa liberté, sa réputation et même sa vie pour l'avenir de son fils. Son regard ne se détournait pas de l'horizon. Elle savait qu'Henri devait un jour traverser la Manche et revendiquer la couronne. Chaque jour, elle priait longuement, persuadée que Dieu lui-même avait placé cette mission sur ses épaules. Mais à sa foi, elle ajoutait une organisation méthodique et un sang-froid politique impressionnant. Elle n'était plus seulement une mère endeuillée, ni une veuve impuissante. Elle était devenue une stratège, une joueuse d'échecs dans la plus dangereuse des parties, où les vies humaines étaient les pièces sacrifiées. Son pari audacieux allait bientôt se réaliser. Car après des années de patience, le destin lui offrit une dernière chance, celle de voir son fils Henri revenir d'exil, lever une armée et affronter Richard III dans une bataille décisive. En l'an 1485, après des années d'attente, le moment que Margaret Beaufort avait tant espéré arriva enfin. Son fils, Henri Tudor, alors âgé de 28 ans, décida de quitter son exil breton pour tenter sa chance en Angleterre. Depuis 14 longues années, il avait vécu loin de sa mère, formant son esprit et son caractère dans un pays étranger, toujours sous la menace d'être livré à ses ennemis. Margaret, qui n'avait cessé de conspirer dans l'ombre, voyait à présent son dessein prendre forme. Henri débarqua à Milford Haven au mois d'août. Le choix de ce lieu n'était pas anodin. C'était sur ces terres galloises que les Tudors avaient leurs racines et où la loyauté des habitants restait profonde. À mesure qu'il avançait dans le pays, des soutiens se joignaient à lui. Mais face à lui se dressait Richard III, roi contesté, mais roi tout de même, soutenu par une armée expérimentée. La confrontation était inévitable. La bataille décisive eut lieu le 22 août 1485 à Bosworth Field. Richard III disposait d'une armée plus nombreuse et plus aguerrie, tandis qu'Henri devait compter sur l'ardeur de ses partisans et sur l'incertitude des Stanley. Car Thomas Stanley, troisième mari de Margaret, s'était jusque-là montré fidèle au roi Richard, mais tout le monde savait qu'il hésitait, attendant de voir de quel côté soufflerait le vent de la victoire. Margaret avait longuement travaillé à influencer son époux. Elle savait que, sans l'appui des Stanley et de leurs troupes, son fils n'aurait aucune chance. Ce fut à ce moment décisif que se révéla toute la force de son réseau et de son obstination. Au plus fort de la bataille, les Stanley quittèrent Richard pour se rallier à Henri. Ce retournement de loyauté changea tout. Richard, refusant de fuir, se jeta au cœur des combats pour tenter de tuer Henri de sa propre main. Mais il fut encerclé et abattu. Son cadavre, couvert de blessures, fut exposé comme celui d'un tyran vaincu. Ainsi, par un mélange de courage, de stratégie et de trahison, Henri Tudor fut proclamé roi d'Angleterre sur le champ de bataille. Il prit le nom d'Henri VII, inaugurant la dynastie des Tudors. Pour Margaret, ce fut l'accomplissement de toute une vie de souffrance, de sacrifice et de calcul. Le bébé qu'elle avait mis au monde au prix de douleurs inhumaines à Pembroke, ce fils qu'elle avait si peu vu durant son enfance, ce jeune homme qu'elle avait protégé de loin pendant des décennies,
devenait enfin roi. Mais le couronnement d'Henri VII ne suffisait pas à assurer la paix. L'Angleterre sortait d'une guerre civile sanglante et la légitimité des Tudors devait être consolidée. Margaret eut alors une idée lumineuse: unir les deux maisons ennemies. Son fils épousa Élisabeth d'York, fille d'Édouard IV et héritière de la maison rivale. Ce mariage scella symboliquement l'union des deux roses, la blanche et la rouge, donnant naissance à l'emblème de la rose Tudor. Ce geste de réconciliation mit fin à près de 30 ans de conflit et redonna au royaume une stabilité tant attendue. Margaret, désormais comtesse de Richmond et de Derby, joua un rôle central dans les premières années du règne de son fils. Elle ne se contenta pas d'être une spectatrice. Elle administra ses immenses domaines avec une rigueur exemplaire, soutint la couronne par ses ressources et conseilla Henri dans ses décisions. Son influence fut telle qu'on la surnomma parfois « la reine sans couronne ». Contrairement à d'autres mères royales de l'histoire, elle n'exerçait pas un pouvoir ostentatoire, mais son autorité morale et sa sagesse politique étaient incontestables. Elle consacra également une partie de ses richesses à des œuvres pieuses et éducatives. Profondément religieuse, elle multiplia les fondations, collèges, bourses d'études, institutions destinées à former de futurs prêtres et érudits. L'une de ses contributions les plus durables fut le financement de chaires universitaires à Oxford et à Cambridge, qui existent encore aujourd'hui. Elle voulait que la foi et le savoir se nourrissent mutuellement, convaincue que l'éducation était une arme de stabilité et de grandeur pour le royaume. Mais derrière cette figure pieuse se cachait toujours la femme d'acier qui avait survécu à tout. Elle ne cessa de protéger les intérêts de son fils contre les complots et les prétendants rivaux. Plusieurs imposteurs tentèrent de se faire passer pour des héritiers yorkistes, tels Lambert Simnel ou Perkin Warbeck. Margaret observa ces crises avec son sang-froid habituel, toujours prête à conseiller et à agir. Elle n'oubliait jamais qu'Henri, malgré sa couronne, restait vulnérable. Margaret vécut assez longtemps pour voir son fils consolider sa dynastie et pour connaître ses petits-enfants. Parmi eux se trouvait le futur Henri VIII, qui allait transformer encore davantage l'Angleterre en rompant avec Rome et en fondant l'Église anglicane. Ainsi, le cri de douleur qui avait résonné dans une chambre glaciale de Pembroke en 1457 continua d'influencer le destin du royaume pendant des générations. Elle mourut en l'an 1509, quelques jours seulement après le couronnement de son petit-fils Henri VIII. Elle s'éteignit à l'âge de 66 ans, apaisée par l'accomplissement de sa mission. Dans l'abbaye de Westminster, où elle repose sous une dalle de marbre noir, son tombeau porte une inscription en latin qui célèbre sa piété et son dévouement. Mais les pierres silencieuses ne disent pas tout. Elles ne racontent pas les nuits d'angoisse passées à prier pour un fils en exil, ni les blessures intimes d'un accouchement qui laissa son corps à jamais meurtri. Elles ne racontent pas non plus la solitude d'une mère séparée de son enfant pendant des années, ni la froide détermination avec laquelle elle déjoua ses ennemis. L'héritage de Margaret Beaufort dépasse les chroniques officielles. Elle fut à la fois une mère brisée et une stratège implacable, une femme pieuse et une politicienne redoutée. Elle sut transformer la douleur en énergie, la foi en action et la maternité en dynastie. Sans elle, il n'y aurait peut-être jamais eu de Tudor, et l'histoire de l'Angleterre aurait suivi un tout autre cours. En relisant son parcours, on comprend combien le destin d'une nation peut tenir à la survie d'une adolescente de 13 ans, luttant pour donner la vie au prix de la sienne. Cette nuit d'hiver à Pembroke, ces cris n'étaient pas seulement ceux d'une enfant martyrisée. Ils étaient aussi le prélude d'un règne, l'écho lointain d'une nouvelle ère. Car de ce lit sanglant jaillit une dynastie qui allait marquer l'Europe entière.